C'est quoi ton truc? Mon truc? C'est quoi ça? Novocaine. A la leyenda de Ilia Topuria Cabrones. On va parler aujourd'hui de monsieur Ilia Topuria. Vous l'avez remarqué à mon accent magnifique. Magnifique, les gars. Ilia Topuria qui s'enflamme. Ilia Topuria qui s'enflamme. On est obligé de tirer la sonnette d'alarme. On sait qui nous regarde, on sait qui nous apprécie. D'ailleurs, Ilia, comme à chaque fois, bonjour. En plus, ça fait plaisir parce qu'on sait que t'es un de nos soutiens de très longue date. Mais bon, là, tu t'es mis dans une situation, je lui parle directement évidemment, tu t'es mis dans une situation où t'es dans l'obligation de gagner parce que passer de Matador à la légende, enfin, The Legend, annoncer que tu peux mettre KO n'importe quel gars en boxe anglaise, dire que tu es déjà le patron de la catégorie lightweight, alors qu'il y a quand même un mec qui s'appelle Islam Makhachev. Enfin, on parle pas d'une caté meurtrie, à l'abandon exactement. Ça commence à faire beaucoup. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Ilia Topuria parle énormément, vous le savez, on vous en parle souvent, et c'est ce qui fait aussi qu'il a réussi à conquérir notre cœur, parce que finalement, avant Max Holloway, avant Alexander Volkanovski, il annonçait les trucs. Au point aujourd'hui, on ne peut plus douter d'Ilia Topuria. Sauf que, moi je commence à me dire, bon, t'as quand même des limites, tu vois, un peu comme Prime Conor McGregor, où à un moment, tu vois, t'as le physique, les deals, il y a des trucs qui te stoppent un petit moment. Et là, je suis en train de me dire, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu combattre, il y a beaucoup d'annonces, toujours pas d'officialisation, et puis surtout, il faut ce premier combat en moins de 70 kilos, et changer de Matador, qui était très bien, à la légende. Doucement, doucement. Moi j'aime bien, moi je kiffe parce que en fait c'est comme d'hab, c'est-à-dire faut savoir ce qu'on veut dans ce game. On se plaint que les Belal Muhammad ne sont pas suffisamment spectaculaires, que les Ankalaev sont pas spectaculaires, qu'il nous faut des stars, qu'il faut ceci. C'est vrai, on se plaint. Bah voilà, il y en a un qui fait tapis à chaque fois qu'il fait un nouveau truc. Il fait tapis parce qu'il annonce qu'il va écraser Max Holloway, il le trash talk et même il commence à se sentir suffisamment à l'aise en trash talk pour vraiment faire des phases intéressantes à l'oral, verbalement, et il prend même l'avantage sur des gars qui parlent anglais de manière native. Il a des deals de fou furieux, il est avec Antonio Banderas en soirée, il a des sponsors de malades. Alors ça, il faudra que je retrouve. Je vais le dire, mais gardez à l'esprit que je ne l'ai pas vérifié, mais je crois avoir vu passer le fait qu'il expliquait que son mode de vie, il lui fallait environ 50 000 € par mois en fait pour tenir, c'est-à-dire au niveau de tout, le camp d'entraînement, la vie, etc. Tout compris. Donc il vit la grande vie, il vit la fast life, mais il prend des risques et c'est ce qui fait que là, oui, ça nous fait parler de dire qu'il change de surnom pour s'appeler La Légende. Clairement, il fait tapis parce que c'est couillu, parce que si tu t'appelles La Légende et que tu te prends un KO en 30 secondes, tu vas devenir la risée d'Internet, et les jeux de mots que les gens vont trouver et les vannes et les mèmes qu'ils vont produire, tu en as pour jusqu'à la fin de ta vie, comme de la même manière que Conor McGregor en a jusqu'à la fin de sa vie avec les McTapper, McChicken et tout ce qu'on veut. Donc, et puis les mèmes de quand il est mis KO contre Dustin Poirier, etc. Donc, c'est ça qui fait que on a besoin de ça. On a besoin de gars comme ça qui osent faire des choses que même les combattants en pro, qui sont déjà des gens exceptionnels quand même pour faire ce métier, ne font pas. Il fait partie du 0,5% qui font qu'on a des superstars en fin de chaîne. Merci Ilia Topuria, parce que, oui, ça fait parler. Oui, il y en a qui vont dire que c'est de l'arrogance, et il y en a qui vont dire que c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Continue. Merci Ilia. Forza. Ou non, c'est quoi déjà en espagnol? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, Rusty. Allez, c'est... Vamos. Allez. Vamos, c'est ça. Vamos, Ilia. Voilà. C'était allemand LV2 pour nous deux, c'était pas espagnol. Oui. Alors, en allemand, je sais pas comment dire. Là. Alors. Vas-y, dis des trucs. Tout simplement, c'est ce qu'on peut dire aussi assez souvent avec Ilia Topuria, et même globalement, c'est juste, moi j'ai un peu cette peur que aujourd'hui,
faute d'officialisation, mais il y a beaucoup de questions que je me pose par rapport à ça, hein, parce que ce soit pour le retour de BSD, mais c'est quand même moindre mesure, mais là, le fait que l'UFC ait uniquement annoncé la date de l'International Fight Week et qu'il y a pas mal de rumeurs autour d'un combat Islam Makhachev contre Ilia Topuria, je sais pas pourquoi il joue la montre et il joue aussi sur ce flou un petit peu artistique entre Ilia Topuria contre Charles Oliveira, Ilia Topuria contre Dustin Poirier, Ilia Topuria pour le titre. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui m'intriguent parce que il y a de plus en plus de décisions où on voit bien qu'ils font du bricolage alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Typiquement le Volkanovski contre Diego Lopez, alors que sur le papier personne n'imaginait ça et qu'on partait même pour un Volkanovski contre Ilia Topuria volume 2. Et là, Ilia Topuria, du coup, j'ai ce sentiment que pas pour exister, mais pour continuer de faire parler, il commence à dire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, ou alors dont on se serait un peu passé, parce que rien que le fait de passer chez les lightweight, j'espère qu'un jour on aura le fin mot de l'histoire, parce que pour l'UFC financièrement, on avait cette impression que quand tu visais le statut de champ, que t'es de surcroît invaincu, c'était du pain béni pour eux tout simplement. Le fait qu'ils mettent tapis là, on était tous à se dire, franchement respect, parce que tu mets ça de côté, tu mets les points de pay-per-view de côté et tout, t'avances. Mais de commencer à faire des trucs qui, toi, te font kiffer, je me dis, on n'avait peut-être pas besoin de ça maintenant, et je me dis, c'est peut-être un moyen pour lui d'occuper un peu le terrain, en attendant que ça fasse place aux sportifs. Mais moi, je n'avais pas besoin de ça pour être dans le train Ilia Topuria, parce que j'y étais déjà. J'ai même envie de dire, j'y étais en première classe, les gars. Et tu y dors même. T'es dans le train couchette, Ilia Topuria. Oui. T'es dans l'Orient Express, Topuria. En fait, là où je te rejoins à la limite, j'aime bien parce que voilà, il fait des choses exceptionnelles dans la cage et il ose des choses exceptionnelles même en dehors. Maintenant, là où je te rejoins, c'est s'il avait annoncé, officialisé son changement de surnom en La Légende après qu'on ait eu l'officialisation, ou le même jour qu'on ait eu l'officialisation de les gars, Ilia Topuria versus Islam Makhachev cet été à l'International Fight Week, ça aurait eu mais genre 3 fois plus de résonance. Parce que là, du coup, tu te dis, ah oui, d'accord. C'est parce qu'il y a le combat qu'on attendait tous avec John Jones Aspinall. En même temps, il fait tapis et même il va prendre les jetons des voisins. Il fait tapis avec les jetons de tout le monde tellement il est couillu pour s'appeler La Légende alors que le combat est annoncé et que c'est le combat le plus dur de sa carrière. Et c'est très, très risqué pour lui. Là, ça aurait été encore plus incroyable. Donc, je te rejoins sur le fait qu'il y a peut-être un petit peu de occuper le terrain parce que c'est vrai qu'on voit qu'il est probablement en négociation et il se passe des trucs derrière les rideaux. Mais c'est vrai que il y a un petit côté, même quand il parle de Charles Oliveira et qu'en gros, il explique que Charles Oliveira, alors qu'est-ce qu'il dit ? Charles, c'est mieux si tu te tais. Tu as 10 défaites, 5 par KO, 4 par soumission, 1 par décision. Tu es un contender, tandis que je suis le champion, je suis le père de cette division. Je suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit. Ici, c'est moi le patron. C'est vrai que moi j'aime bien parce que imagine c'est Charles Oliveira. En plus, Charles Oliveira a dit lui-même, et ça c'est une des premières fois quand même où on a pu être, en tout cas je sais que pour ma part j'ai été un peu déçu ou un peu frustré de Charles Oliveira lorsque Charles Oliveira annonce qu'il n'a pas forcément envie d'affronter Topuria et que Makhachev versus Oliveira c'est le combat que tout le monde veut voir. Donc il y a un petit côté Oliveira est un peu en dehors pour le coup parce que je pense que les gens sont plutôt chauds pour Topuria Makhachev et donc c'est pas forcément ce que demandent les gens. Donc Oliveira paraît un peu éloigné de vraiment les desiderata du public et donc Ilia Topuria lui met un petit taquet. C'est censé, j'aime bien aussi. Oui, ça occupe le terrain, mais c'est pas non plus sorti de nulle part. Et à côté de ça, il fait pas non plus des trucs. Il fait pas, tout et n'importe quoi. Il répond à Oliveira quand il faut répondre et que ça a du sens. Là, il fait son truc avec son changement de surnom. Mais sinon, tu vois, son dernier tweet, 22 mars, puis ensuite 20 mars, puis 6 mars, puis 10 février. Tu vois, c'est pas comme s'il était hyper actif en manque d'attention non plus, tu vois. En mode Conor McGregor. Voilà. Après, je comprends Charles Oliveira, parce que c'est vrai qu'Ilia Topuria, vu qu'il n'a pas de ceinture, c'est surtout Ilia Topuria qui a des choses à gagner à affronter Charles Oliveira. Et même ça, mais vraiment, si l'UFC ne met pas le combat pour le titre direct à à Ilia Topuria, je ne comprendrais pas. Parce que si ça veut dire qu'il ne le file pas à Ilia Topuria, ça veut dire que selon toute vraisemblance, c'est Justin Gaethje qui l'a. Vraiment, personne ne veut voir ce combat. Non, mais ça, et là, ce serait pour des questions uniquement de négociation. Et puis surtout, quel message un peu ça renvoie, tu vois. Alors qu'on a un Sean O'Malley qui va avoir sa revanche contre Merab Dvalishvili, je ne cesserai de dire que ça n'a absolument aucun sens. Que Ilia laisse son titre
tu montes de catégorie et t'es obligé de te taper un mec, parce que chez les lightweight, vous voyez bien que vous prenez le top 3, c'est quasiment un combat pour le titre, tellement les mecs sont chauds. De tout risquer comme ça, alors que le gars est quand même ta future superstar, que Russ l'a très bien dit, il n'y a pas de combat à Madrid pour Ilia Topuria, ce qui est absolument un scandale. Je trouve que ça enverrait un message pas top en termes de considération, pas de la part de l'UFC, mais enfin tu sais, encore une fois, de se dire qu'on est dans cette époque où c'est l'UFC qui est vraiment plus grande que tout le monde, et on avance. Et il y a peut-être ça aussi, parce que j'écoutais un podcast d'ailleurs je crois que c'était John Nash qui expliquait que, en gros, l'UFC, il y a quelques années, avec Conor, quand Conor bat, il y a la revanche contre Nate Diaz. Ensuite, il bat Eddie Alvarez, et là, il est au firmament. Et Conor McGregor dit, en fait, maintenant, j'aimerais bien avoir des parts de l'UFC. Et au moment où Conor a dit ça, en gros, ce qui s'est passé pour l'organisation selon Nash, c'est donc Conor n'a pas obtenu ça, mais a obtenu vraiment une grosse revalorisation salariale. Proper 12, qui était donc son whisky à l'époque, qui était à chacun de ses combats partenaires de l'UFC, ils ont dit qu'ils ont été dans une situation où c'était la première fois qu'un combattant était tellement grand qu'il pouvait demander des trucs comme ça et que c'était pas si déconnant et que l'UFC pouvait faire des concessions de ce côté. Et qu'en gros, depuis ce moment-là, l'UFC, ils sont dans une situation, à aucun moment, il faut qu'on retrouve une situation similaire. Et c'est vrai qu'Ilia Topuria, on dit souvent que c'est un mec qui veut être comme Conor McGregor, mais quand vous regardez les étapes de sa carrière et ce qui se passe et sa communication, ça prend vraiment cette forme-là. Et donc t'as peut-être cette volonté vraiment de l'UFC, au détriment des fans, d'Ilia Topuria, et même du sport au général, de dire, tu voulais ton combat en Espagne, bah c'est niet. Tu voulais avoir le statut de champ, c'est niet non plus. Tu voulais le title shot direct, bah tu vas devoir faire la queue comme tout le monde. C'est une théorie. Bah, disons que, en tout cas, ce qui a l'air là de ce que nous on a publiquement, ce qui apparaît, c'est que visiblement, Ilia Topuria a changé de catégorie et il a laissé sa ceinture, alors que l'UFC ne lui avait rien promis du tout. Donc ça, c'est ce qu'on peut déduire en tout cas et qui a l'air d'être l'évidence. Donc, ce qui est sûr, effectivement, c'est que, au minimum, on peut donc en déduire que l'UFC ne se précipite pas, ne se presse pas et ne fait rien de spécial pour Ilia Topuria pour l'instant. Et Ilia Topuria, visiblement, était celui qui voulait, lui, c'est clair, rendre sa ceinture parce que des histoires de poids, apparemment, qui font qu'il veut changer de catégorie. Mais ouais, c'est alors que c'est peut-être maintenant une des plus grosses stars qu'a l'UFC dans le roster. Bah, effectivement, ils n'ont pas fait de considération et de concessions particulières pour lui. Après, je sais pas, parce que Dustin Poirier aussi, non? Et c'était pourtant après Conor McGregor, il avait eu des trucs, je crois, avec sa sauce piquante ou des trucs comme ça. Avec sa sauce, ouais. Dustin Poirier, ouais, il est partenaire avec l'UFC, mais c'est vraiment un petit partenariat. Ouais, non, c'est vraiment un truc tranquille pour Dustin. Ouais. Mais c'est pour ça que t'as toujours ce truc-là, et similaire aussi avec Thomas Spinal, c'est que les mecs sont en forme, là, tu vois. Il est pas blessé, Ilia Topuria. Et t'as tendance à te dire aussi, enfin, le run de Prime Conor, on est nostalgique de cette époque. Il combattait tous les 3 mois, Conor. C'était une dinguerie. Le 2015-2016 de Conor McGregor, mais... Le mec, il a porté l'UFC. Hein. Ils ont jamais autant tapé le million de pay-per-view sur une année. Et là, tu te dis, les deux sont frais. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on attend finalement? Bah ouais. Bah, parce que c'est vrai que c'est paradoxal. D'un côté, on a Alex Pereira qui a combattu en 2024 85 fois, tu vois. Mais jour. En 2024, mais c'était pas prévu. Faut quand même le dire. Voilà, c'est qu'il a beaucoup combattu, mais et dans quel état aussi? C'est ça, et paradoxalement, c'est ce qui a fait qu'il a beaucoup combattu, qu'il a atteint un statut de star qu'il n'avait pas avant de commencer ce gros run, et c'est pour ça que l'UFC n'avait pas forcément de gros risques à prendre en le faisant combattre autant. Enfin, je sais que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ça a vachement de sens. Tandis que la différence, effectivement, c'est que comme Ilia Topuria et Thomas Spinal, John Jones, ce sont des combats qui sont autrement plus... Il y a autrement plus en jeu pour l'UFC et pour les combattants eux-mêmes dans l'équation. Tout le monde commence d'abord par mettre un doigt de pied avant de se jeter dans l'eau. Et donc, effectivement, tout est ralenti puisque toutes les parties font beaucoup plus attention et sont beaucoup plus précautionneuses sur ce qu'elles veulent mettre en avant et la valeur qu'elles estiment avoir et pour l'UFC, la valeur qu'elles veulent donner à ce qui se passe. Mais c'est chiant parce que c'est vrai que là... Bon, tant qu'à y aller, parce qu'on fait beaucoup de podcasts en mode rognonieux, on n'est pas content, mais bon, parce qu'on n'est pas content, parce que voilà, il y a des trucs qui se passent, ouais. Libération, Free Kane, là pour le coup, bon.
Mais en gros, là, c'est vrai qu'il y a un côté. C'est pas que c'est en train de devenir la boxe anglaise parce que ce serait beaucoup trop caricatural de dire ça, mais on a des situations qui se répètent quand même depuis des années pour les combats qu'on veut le plus parce que c'est comme ça depuis le début avec l'UFC. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu les Khabib GSP, les GSP. Arrête. Voilà. Le Khabib GSP. C'est vrai que c'est pour ça. J'avais tendance à l'oublier, mais celui-là c'est terrible. Les deux le voulaient, les gars. Les deux le voulaient. Et c'est pour ça. Et donc en fait, ça commence à être frustrant parce que on a de ces dernières années des anecdotes, mais du coup, quand c'est des anecdotes qui concernent les plus grosses stars, c'est pas comme si c'était des faits divers, tu vois. C'est bizarrement, à chaque fois que ce sont les plus grosses stars de l'UFC qui atteignent un certain statut et qui veulent certaines choses particulièrement, poum, l'UFC met des stops, met des grosses balayettes et bim, c'est terminé. Et c'est vrai que ça commence à être frustrant. Et je sais pas si c'est l'UFC à blâmer parce que eux, ils ont maintenant leur modèle. Ce qu'ils font là, c'est des décisions pour conserver la validité de leur modèle et parce qu'ils savent que c'est ce qui marche le mieux de pas créer de précédent. Donc je sais pas si c'est vraiment, si on peut en vouloir à l'UFC parce que c'est comme ça, c'est leur système. Mais enfin, au bout du bout et à la fin des fins, nous, on n'a pas ce qu'on veut dans ce qui sont les événements légendaires qui devraient arriver ou les combats légendaires. C'est dommage, quoi, c'est chiant. Mais surtout que c'est ces événements-là qui font évoluer le sport. Et quand je dis évoluer le sport, c'est... Enfin, nous, on l'a vu sur notre chaîne qui est un tout petit échantillon, mais je pense que l'UFC le voit aussi, c'est quand ils font des Conor Khabib, des Conor José Aldo, c'est là qu'il y a plein de nouveaux fans qui arrivent et qui ensuite, surtout ces fans-là, il y a peut-être, je dis n'importe quoi, 10% qui vont ensuite devenir des fans un peu plus réguliers. Parce que si vous restez un peu dans les trucs type Alex Pereira et Belal Muhammad, c'est déjà un public conquis, hein. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent allez let's go, on va taper une nuit blanche pour ça. Donc non, c'est pour ça, je suis très curieux par rapport à ce que l'UFC fait. Pourquoi est-ce qu'il tarde dans les annonces? Il y a évidemment ces questions de billetterie qui sont importantes, mais tu te dis vraiment que ouais, il y a des gars qui restent quand même soit un peu hackés, mais même l'image qu'ils ont, je veux dire là, Thomas Spinal, il a rassuré tout le monde après, au micro d'Ariel Helwani, après l'UFC, en mode j'ai eu un meeting avec... Tu te dis, mais ça fait 10 fois que tu dis ça, en fait. Ça fait 10 fois que tu dis ça, et même, tu vois, l'UFC... Moi, si je ressens ça, et si Ross ressent ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose, et tu te dis, donc ce gars est l'un des visages de l'UFC aujourd'hui, le visage de la catégorie reine, et là, ça commence à faire un peu vicose, hein, de dire, bon, j'ai toujours pas de date, mais c'est rassurant. Il dit ça depuis 6 mois, non-stop. Vous inquiétez pas, les gars, ça arrive. J'espère que ça va arriver pour lui. Mais tu vois, la chance qu'il a, c'est qu'aujourd'hui, le public est derrière lui. Mais il suffit que les gens soient contre lui. T'as un mec qui va se faire un plaisir de faire une compile TikTok de toutes les fois. Il a dit, ça arrive, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et c'est... en termes de statut et de ce que tu représentes pour l'organisation et pour le MMA, je trouve que c'est un peu bizarre. Et c'est... très étrange, très étrange. Mais du coup, on fait quoi comme si nous on avait une importance dans tout ça, tu sais? Non, mais dans le sens, est-ce que déjà, parce que est-ce que c'est l'UFC qui devrait théoriquement commencer à changer un peu son fusil d'épaule et commencer un peu à changer sa manière de faire pour créer ces événements finalement? Et donc créer des précédents. Moi, j'aurais tendance à dire oui, peut-être quand même, parce que peut-être après le deal Netflix, ça changera quand ils auront encore plus de fonds ou j'en sais rien. J'en doute, bizarrement. Mais ouais, peut-être qu'il faudrait que l'UFC commence justement à changer. Et oui, ils ont atteint cette efficience et cette efficacité, et là où ils en sont, en justement ne donnant pas à tout le monde ce qu'ils veulent tout le temps, c'est vrai. Mais vu que là, on est sur une période où visiblement on a atteint un peu l'acmé du truc et on ressent, et on en parle quand même depuis un suffisamment bon bout de temps, que là, ça va commencer à l'inertie à se stopper et aller vers le bas. Est-ce que c'est pas le moment justement de changer un peu son modèle et de commencer à aller vers des trucs où, oui, on lâche un peu de l'Est, mais on a John Jones et on a Topuria et puis on fait des trucs, voilà quoi. Allez les gars. Ils vont le faire, ils vont probablement le faire. C'est la force de l'UFC, c'est qu'il suffit qu'ils aient un événement comme ça, banger, et puis c'est parti, vous retenez, tu retiens encore 1 an là-dessus sur ce système-là. Donc je pense qu'à mon avis, il y a de ça aussi, de se dire, là, on complique un peu toutes les choses, finalement ça va le faire, et les gars vont avoir ce fameux combat, mais c'est vrai que
Ouais, non, déjà de toute façon il y aura ce truc de John Jones. John Jones, je suis très curieux d'avoir aussi les chiffres de son salaire, tu vois. Parce que quand il y aura quelques rumeurs, tu vois, autour des... Et je pense que ça va... Pour l'UFC, ils vont faire le maximum pour que personne n'ait les infos. Parce que ouais. il va récupérer pas mal, donc... Est-ce que ça a eu une importance? J'ai vu passer un article sur MMA Fighting. Mais alors là, j'y connais rien. Vraiment, il faut que tu sois là pour nous expliquer sur. Il y a une des sociétés. Par exemple, tu sais, Ari Emanuel, là, il a pris 125 millions sur un deal. 170, il a millions. pris. Ouais, en gros, c'est la société mère, et ça change rien pour l'UFC. Okay. En gros, ce qui se passe, c'est que donc le groupe TKO Group, donc qui est le groupe propriétaire de l'UFC et la WWE, est coté en bourse. Et ce groupe-là, je crois que 50% des actions, plus de 50%, et le contrôle est géré par Endeavor. Et en gros, Endeavor aujourd'hui a été complètement racheté par Silver Lake, je crois, c'est le nom de l'entreprise. Et donc en gros, TKO Group reste toujours coté, c'est juste Endeavor qui était avant coté, qui n'est plus coté puisqu'ils ont tout racheté. Donc ça change rien pour la situation de l'UFC, mais c'est peut-être pour ça aussi que aujourd'hui le fait qu'il y ait cette un petit peu passation avec une entreprise qui contrôle un petit peu tout, peut-être que c'est de ça aussi dont parle Dana White quand il dit 2025, il y aura peut-être des changements, qui va peut-être partir de l'UFC parce que il y a eu un petit jeu des chaises musicales à ce niveau-là, et là il y a eu pas mal d'articles justement à ce sujet sur même la situation d'Ari Emanuel, qui avait été vraiment la personne qui était au cœur de tout ça, qui lui va aussi avoir un rôle un petit peu différent à l'avenir. Donc je pense qu'à mon avis, tu vois, c'est peut-être ce petit jeu des chaises musicales qui fait que je sais pas du tout, mais en termes de responsabilité au sein de l'entreprise, vu que là ils font partie d'un nouveau groupe, peut-être qu'ils vont un petit peu plus mutualiser, comme il y avait déjà des mutualisations avec la WWE, et que Dana White va peut-être se concentrer, comme on l'avait dit dans le podcast dédié, sur le power slap et sur la boxe, parce que sur l'UFC ils vont peut-être pivoter sur un modèle différent, parce qu'ils expliquaient que là aussi ils avaient pu revendre, ils avaient une entreprise de data aussi, enfin on sent que vraiment il y a tout qui est imbriqué. Ils avaient racheté aussi là c'était il y a quelques mois de ça une entreprise qui s'appelle On Location pour tout ce qui est service VIP, et là on en avait parlé, je sais plus si c'était en podcast, mais en gros maintenant quand t'achètes tes places en VIP, je sais pas, 15 000, 20 000 balles, tu fais le walkout avec, par exemple, Alex Pereira. Donc t'es juste derrière les caméramans, en fait. Wow. Ouais, donc ils proposent vraiment maintenant des trucs qui sont assez stylés, tu vois. T'as aussi, on en avait parlé à l'époque, donc ça il y a un certain temps, mais tu sais, t'as ton petit bout d'octogone aussi quand t'attises les places VIP. Enfin, ils mettent vraiment pas mal de choses en place pour qu'en gros t'aies un vrai service ultra premium pour le côté VIP. Sauf que, là, vous allez vous dire, c'est peanuts, mais des mecs qui payent 20 000 balles, il y a 24 combattants, il y a 44 événements dans l'année. Voilà, ça commence à chiffrer. Hein. C'est ça, tu feras peut-être pas une entreprise cotée en bourse et qui fait un chiffre d'affaires de 5 milliards, mais visiblement, ça fait quand même suffisamment d'argent. Et en plus, tu crées de la valeur, c'est pas à partir de rien, mais quasiment, enfin, tu crées de la valeur à partir de une de tes autres sociétés de la holding et dont tu profites, et ça ne te coûte quasiment rien à part la mise en place. Mais on avait même fait les calculs à l'époque, quand ils avaient commencé à lancer leur business de petits bouts d'octogone, donc c'est uniquement pour les pay-per-view, ça se vend $200. Et c'est un truc, comme ça, vous allez vous dire, ouah, jamais j'achèterais ça. En vrai, 200 balles, t'as le bout du Conor contre José Aldo. Je dis pas qu'un jour je ne craquerai pas pour ça. Et avec Rusty, parce qu'on avait calculé la surface, en gros, quand ils vendent tout, ce qui est quand même assez rare, parce qu'il faut que ce soit les événements qui sont vraiment épais. Je crois que c'est tous ceux avec Conor, les retours de John Jones, là, il n'y a plus rien. UFC 300, pareil. Ils se faisaient 4 millions avec ça. Et donc là, c'est exactement... Par événement ? Par événement. Bah oui, parce que ton bout d'octogone, c'est ça, hein. C'est un truc, ça fait genre cette taille-là. Et tu sais, ensuite, ils te le mettent dans un espèce de truc de plexi. Donc le bout fait ça. L'octogone, on avait calculé... C'est quoi ta forme de doigt, là ? Oui, c'est un triangle ? J'ai essayé de faire un carré, Qu'est-ce que tu fais, là ? Enfoiré, il va te déporter, Trump, avec tes signes de gang. Là. Oh là là. Et donc, bref... 4 millions, encore une fois, à partir de rien, puisque de toute façon, la surface qu'ils utilisent pour un UFC, ils ne la réutilisent pas après. Donc avant, c'était juste un truc qui était perdu et stocké quelque part, ou dans le podcast de Dan Hardy pour son background, désormais, c'est 4 millions en plus à chaque événement. Allez, on va dire, allez, minimum 1 million, parce qu'ils vendent au moins, je pense, le quart. Ils sont trop forts. Putain. Ils sont trop forts. Et la société, du coup, On Location, c'est une société qui est uniquement dédié à créer des expériences VIP avec tous ces trucs-là ou un package. Ouais.
et qui vendent ensuite à des particuliers ou à des trucs comme ça. Exactement, à des particuliers, à des entreprises. Mais tout ça pour vous dire en gros que aujourd'hui l'UFC, et donc qui a été racheté par Silver Lake, fait vraiment partie d'un groupe. C'est bien plus que du MMA, bien plus que des sports de combat. Et ils essayent vraiment de tout optimiser. C'est pour ça que quand vous voyez de plus en plus l'UFC qui développe tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, rapprochement avec Meta, ce côté business avec les ventes de billets. Quand avec Rust on parlait des Fight Week qui désormais vont être des Fight Week, mais où il y aura de l'UFC, de la boxe, du grappling. Ils essayent vraiment de développer un truc qui fait que ça va bien plus loin que les sports que les sports de combat. Et même là, de ce qui se passe où t'as des visiblement volontés FBI, UFC, je pense que ça va peut-être se matérialiser. Donc ça fait un pas de plus dans la diversification du business model de l'organisation. On a pas mal digressé, Rust. On l'a dit. Ah, il fait trop le malin. Je pense que c'est peut-être pas un podcast dédié, mais je voulais en parler, je voulais ton avis surtout là-dessus. Artem Varitov qui va affronter Rico Verhoeven au Glory 100. Ouais. Je suis un peu déçu. Bah moi aussi, mais après la raison se comprend. Money talks. Pour vous la faire très courte, Artem Varitov, c'est un des mecs qui avait affronté Alex Pereira en moins de 93 kilos au Glory. Et d'ailleurs qui avait gagné le dernier combat contre Alex Pereira, si je me souviens bien. Et il devait aller à l'UFC puisqu'il avait participé au Contender Series. Il avait possibilité de signer un contrat, mais sauf qu'il n'avait pas réussi. Donc ça, c'est lui qui l'a révélé il y a quelques jours. En gros, ses managers et lui-même n'ont pas réussi à obtenir un contrat un peu plus avantageux que le contrat standard pour les gens qui sortent du Contender Series vers l'UFC, qui doit pas être un truc, tu deviens pas millionnaire avec ce contrat-là, c'est clair. Et donc, il a choisi de ne pas aller à l'UFC, mais de plutôt prendre l'offre que lui a fait visiblement le Glory pour affronter Rico Verhoeven, et en disant tout simplement, j'ai une famille à nourrir, et l'offre de l'UFC, c'était pas envisageable pour moi. Je comprends tout à fait sa décision. Je comprends sa décision, mais je trouve que personne n'y gagne parce que, je veux dire, il va perdre contre Rico. Parce que vraiment physiquement, c'est pas les mêmes animaux. C'est ça exactement. Peut-être qu'intrinsèquement il est plus talentueux, mais là je pense que ça va vraiment lui faire mal. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Alors que vraiment à l'UFC, je pense pas qu'il aurait été champion, tu vois, mais il y avait peut-être quelque chose à faire. Mais financièrement, je suis d'accord. Et pour le Glory, c'est dommage aussi parce que on parlait, le Glory laissait planer le doute, Rico laissait planer le doute sur un éventuel Rico contre Francis. Et tu vois, ils annoncent Rico au Glory 100. Je fais, c'est pas mal. Le mec a déjà roulé et plusieurs fois sur tout le monde chez les lourds, donc tu te dis, ils vont peut-être ramener quelqu'un d'intéressant. Et ils te mettent Artem Varitov, ça fait quand même très longtemps qu'il est au Glory, et là aussi j'avais ce sentiment qu'il avait vraiment fait le tour. Je trouve que c'est un peu dommage pour le Glory, ils ont fait avec les moyens du bord, tu vois, mais typiquement, un truc, je me dis, ça aurait peut-être eu plus de hype de ramener un Tyrone Spong à ce moment-là. Peut-être. Ouais, paradoxalement, ouais. Après, en fait, il y aurait eu plus de hype. Je sais pas si j'aurais donné beaucoup plus de chance, voire même non, à Tyrone Spong, parce que je ne sais pas dans quel état il est en termes de forme de combattant, quoi, pas forcément de forme juste physique. Mais en fait, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que tu sens que du coup, et il le dit lui-même, il l'a pris par nécessité ce combat Varitov, et c'est terrible, parce que en fait, moi, le seul truc qui me fait chier, c'est que là, d'un côté, je suis content pour lui, parce que donc clairement, dans cette équation, il va s'en sortir avec plus d'argent pour donc sa famille, etc. Maintenant, donc là, en kickboxing, depuis 2021, il avait fait qu'un seul combat quand même. C'était contre Pascal Touré en 2023. Une victoire par décision. Donc ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas combattu. Ça fait 4 ans qu'il a combattu qu'une seule fois en kickboxing. Il s'était visiblement très sérieusement tourné vers le MMA, au point où donc il a fait 3 combats en 2024, 3 victoires par TKO au premier round, et donc il y avait vraiment une inertie, il y avait vraiment quelque chose qui se crée autour de lui. Il a en plus ce passif par rapport à Alex Pereira, il y avait vraiment quelque chose où on sentait qu'il y avait un petit effet boule de neige tranquillement. Je vais pas dire non plus que ça avait cassé la hype, que ça avait cassé les chiffres en termes de hype, mais il y avait un truc, quelque chose d'intéressant. Et là, le fait de voir que cette toute petite inertie qui était créée tombe complètement à l'eau, et en fait, même si le gars était visiblement plus du tout, il avait plus du tout la tête au kickboxing, il y revient juste parce qu'il faut bien payer les factures.
c'est vrai que ça fout quand même un petit peu le cafard, quoi. Et surtout que c'est le genre de move, là aussi, où moi ça me met un petit coup au moral. Je suis pas sûr qu'en ayant ce genre de déclaration, l'UFC te rappelle. Bah ouais. Bah, à moins qu'ils mettent Rico Verhoeven, pour le coup, mais... Oui, c'est le seul espoir qui, bon, Rico, on sent qu'il commence à vieillir, mine de rien, mais quand il se prend des mecs de 110 kilos. Ouais, c'est ça. Disons que, ouais, voilà, ça reste un mec, effectivement, de 125 kilos qui vieillit, donc ça reste quand même un mec qui, quand il frappe, bon, il est vieux peut-être, mais il met KO 45 personnes normales sur un coup, quoi. Après, en fait, je me dis, d'un autre côté, il va affronter Rico. Les plus grosses probabilités, c'est effectivement qu'il perde et peut-être bien par KO. Après, est-ce que sa carrière en MMA en pâtira? Je sais pas. Parce qu'en fait, visiblement, comme l'UFC lui proposait le contrat standard, ils vont pas lui proposer moins. Donc au pire, bah, il revient à l'UFC avec le contrat qui lui était promis, qui était le contrat de monsieur et madame tout le monde. Donc au final, si l'UFC en veut toujours, et je pense pas qu'une défaite contre Rico Verhoeven ce soit le truc le plus humiliant de la planète, donc au final, bah voilà, il Quand fait même, son hein. beurre au glory. Ni toi ni moi n'avons perdu contre Rico Verhoeven, tu vois. Donc, C'est vrai, ça c'est vrai. non, bon. Et Ah. ni contre Alex Pereira, nous. Hein, donc, Oui. il nous doit le respect, Varitov. Oui, Hein. oui, ni contre Ankalaev. C'est pour ça que tous ceux qui sont en Ouais. mode ouais, étaient pas bien et tout. Ouais, prenez exemple. Ouais, regardez-nous. Les gars, on a terminé MyProtein. Bah, est-ce que, vu que là on était parti sur le podcast Actu, Ouais. est-ce que tu veux en 3 minutes qu'on parle vite fait de Ken Velasquez? Parlons de Cain Velasquez, bah une honte, hein, mais une honte depuis le début de toute façon. Enfin, une honte. En fait, c'est Faut voir, hein. Hmm. Faut voir en vrai, parce qu'il s'en sort plutôt pas mal. Oui, Hein. ça, il s'en sort bien. Non, mais c'est plus quand je disais une honte, moi, c'était plus sur là. Parce que là, le temps joue pour lui, donc il a été condamné à 5 ans. Sauf que il portait le bracelet depuis, je crois, c'est 3 ans, c'est ça? Et donc finalement, les 5 ans peuvent très probablement devenir des 1 an pour Cain Velasquez, parce que bon, à mon avis, il fera pas de dinguerie non plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais moi c'est plutôt sur toute cette histoire de se dire que le mec a donc poursuivi... Est-ce que on est sûr que le gars avait agressé 1-1, donc en dessous de la ceinture, on va pas le dire pour pas se faire... Est-ce que c'est prouvé que le gars qu'il avait poursuivi, donc il y avait eu, quand on dit il avait poursuivi en bagnole et tout, et Cain Velasquez, ancien champion UFC, qui avait poursuivi un gars qui était accusé d'avoir agressé énormément dans son fils et énormément d'enfants au global, mais est-ce que ça a été prouvé que le gars a agressé son fils et d'autres enfants? Eh ben, je ne crois pas. Ah, et okay. c'est là où c'est hyper délicat, et c'est pour ça, bah, en gros, dans l'anecdote qu'on avait fait dessus, j'en parlais à la fin, c'est que en fait, là, on a très très envie, en fait, déjà premièrement que Ken Velasquez n'ait pas raté sa cible et que le mec soit 6 pieds sous terre. Mais si on avait la confirmation, et en gros, c'est ce qui me fait chier, c'est de dire, mais on est obligé de le dire, c'est là la raison pour laquelle Cain Velasquez fait de la prison, et que pourquoi ça a du sens qu'il fasse de la prison, c'est que pour le coup, imaginons une autre situation où les gens se disent bon bah du coup c'est normal de faire ça, et en fait ils font une chasse à l'homme sur l'autoroute en bagnole avec son pick-up et en vidant des chargeurs comme ça au calme. Bon bah en fait le problème c'est que imagine tu te trompes de gars et en fait le mec n'avait rien fait, c'est quand même problématique. Au-delà même du fait que tu mets en danger plein de monde en faisant des courses poursuites Fast and Furious sur l'autoroute. Et en fait, c'est aussi ça le problème, c'est moi de ce que j'avais compris. Alors, j'ai pas été faire de recherche depuis, donc peut-être que depuis, il y a eu des preuves qui ont été apportées. Mais en fait, c'est ce qui est toujours délicat, c'est que comment tu veux prouver en fait, à moins d'avoir des preuves par caméra de surveillance, à moins d'avoir de l'ADN ou des choses comme ça dans des endroits où il n'y a pas de doute. Mais je ne crois pas que cet été le cas. Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs toujours libre, hein, je crois, à Rigoularté. Et c'est là où c'est délicat, c'est que il y a énormément de témoignages, dont des témoignages d'enfants qui semblent dire que. Mais voilà, et c'est comme j'en parlais dans l'anecdote, mais en 30 secondes, le problème c'est que même des témoignages d'enfants, en fait, selon la manière dont tu fais l'interrogatoire, tu peux les orienter et tu peux jouer sur le fait que les enfants te disent un peu ce qu'ils veulent en fonction de l'attention qu'ils voient, qu'ils reçoivent. Je ne dis pas du tout que c'est le cas. Hein, non, mais ça on l'avait même vu en France avec, c'était l'affaire je sais plus trop quoi là, où justement, le problème c'était que la police, enfin quand ils avaient fait l'enquête, ils avaient un peu orienté le truc, et c'est vrai que les enfants, bah malheureusement, vous êtes jeunes, hein, donc vous êtes beaucoup plus influençables qu'à nos âges, et ils avaient malheureusement condamné des mecs qui n'avaient rien fait. Ben en fait c'est ça. Et donc en fait là où on en est avec Cain Velasquez, c'est
Le gars qui a été accusé par Cain Velasquez d'avoir perpétré ces actes est visiblement encore en liberté, et c'est ça surtout qui filait un peu de l'urticaire à tout le monde, et ce que je comprends tout à fait, et moi le premier, mais même si c'était très 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 suspect quand même, enfin on rappelle, hein, c'est quand même un gars qui donc vivait à Rigularté dans la crèche dans laquelle ont eu lieu potentiellement tous ces actes-là sur des enfants. Le mec avait 40 piges, il vivait à la crèche, il se retrouvait souvent seul avec les gosses alors qu'il avait aucune... Enfin, c'était pas du tout son métier, donc il était juste là. Alors ça, bon, c'est juste bizarre et suspect, ça veut pas dire que. Après, il y a eu d'autres choses, enfin, comme quoi ils ont essayé un peu d'étouffer le truc et machin. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas. S'il n'y a pas de preuves complètement tangibles et irréfutables, c'est donc, on ne peut donc pas dire que le mec est coupable, quel que soit le degré de suspicion. Ouais, ça, il n'a toujours pas été condamné là pour le moment. Et ouais, voilà, donc en le fait, cas on en est est là, toujours quoi. en cours. C'est ça. Donc oui, ça donne envie, en fait. Ça donne envie et ça rend malade d'entendre que le gars est en liberté et que Cain Velasquez va faire ne serait-ce qu'un an de prison. Maintenant, une fois qu'on prend en compte tout ça, c'est-à-dire le degré de dangerosité de l'action quand même qui a été menée par Cain, et le fait que même si ça fout ça fout envie de gerber parce qu'on a envie d'être sûr, mais comme on ne l'est pas, que ce mec-là a fait ces trucs-là, même s'il est à un degré de suspicion, Tahar Alexander Emelianenko, bah voilà. On en est donc là, quoi, dans cette situation-là où probablement que Cain va faire peut-être un an de prison et bonne conduite plus le fait qu'il a déjà purgé une certaine partie de sa peine avec son bracelet, ça devrait pas trop mal se passer. Et on rappelle qu'il était pressenti pour potentiellement, je crois que l'accusation, l'avocat de l'avocat de la partie adverse de Rigularté demandait potentiellement 30 ans contre Cain Velasquez. Si Cain avait pris 30 ans, je pense qu'il y aurait eu il y aurait eu des problèmes là. Ouais. Quelqu'un d'autre qu'aurait pris. Rusty, on a terminé? Ouais. My Sweet Pea 30% sur tout MyProtein minimum avec j'avais mes gaufrettes, la sœur, petite gaufrette et Holy Moly, révolution des boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation, Milkshake, code la sueur 5 moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10 moins 10%, c'est un régal. On se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!